Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Top Série 2024. Comme chaque année, j'ai bien cru que je n'allais pas le faire cette année non plus, mais là spécifiquement parce que si vous suivez un peu mes aventures, vous le savez, le blog El Programmateur est un peu en pause depuis un peu plus d'un an, tout simplement parce que j'ai plus le temps de m'en occuper, et donc désormais c'est devenu une page Facebook. D'ailleurs, abonnez-vous à la page si vous ne l'avez pas encore fait. Page Facebook où je détaille beaucoup moins mes critiques. Autant avant, j'essayais de faire des critiques objectives sur le blog El Programmateur et de donner le maximum d'informations possible. Autant sur la page Facebook, on est plus sur de l'opinion, du billet d'humeur. Donc je liste ce que je regarde, je vous donne un peu mon avis dessus, mais c'est souvent très succinct. Pas évident de faire un top à partir de ces informations. Pourtant, comme chaque année, j'avais quand même très envie et je regrette pas de m'être lancé parce que chaque année, ça va être la même chose. Quand je vais commencer à réfléchir à faire le top, je vais me dire « Ah ouais, mais il n'y a pas grand-chose cette année en fait. Je sais vraiment pas de quoi je vais parler. » Et quand je vais faire la liste de tout ce que j'ai regardé, je vais me rendre compte à quel point il y a eu vraiment énormément de pépites. Je vais pas dire plus que les autres années, mais en tout cas, il y en a vraiment eu beaucoup cette année, à tel point qu'il y a facile une trentaine de séries que j'ai hésité à mettre dans ce top. Donc vous comprendrez que j'ai eu aucun mal à faire un top 10, ou alors si la difficulté, ça aura été justement de choisir et de classer, parce qu'il y a vraiment énormément de séries qui se valaient, ce qui me paraît être le bon moment pour préciser, s'il en est encore besoin, qu'un top 10 c'est énormément subjectif, qu'il y a peu de chances que vous ayez le même que le mien. Là, c'est vraiment mes affinités qui vont permettre de départager les séries, donc c'est mon avis à moi, il vaut ce qu'il vaut. Donc je vous le livre pour enrichir votre culture, si je puis dire. C'est-à-dire, je vais peut-être vous permettre de découvrir des séries que vous ne connaissez pas, et le fait que je les ai placées en stop va peut-être vous donner envie de regarder ces séries, mais je ne fais absolument pas cette vidéo pour édicter une loi. C'est pas les tables de la loi des séries de l'année, hein. C'est pas parce que j'ai mis une série en premier que c'était forcément la série de l'année. C'est juste ma série de l'année. Là, c'est une nuance subtile mais très importante. Et je tiens quand même à me faire une petite aparté avant de commencer les tops, tout simplement parce que j'ai envie de vous parler aussi des séries que j'ai rattrapées. Bah oui, parce que je me suis pas contenté de regarder des séries de l'année. Il y a toujours des moments dans l'année où il y a des petits creux, où on est tenté d'aller chercher, d'aller creuser un peu plus loin dans les plateformes pour voir ce qu'on peut découvrir d'intéressant. Et du coup, il y a quelques séries que j'ai rattrapées cette année et dont j'ai vraiment envie de vous parler. On va commencer avec un de mes petits chouchous de l'année. Ça a été une énorme surprise parce que j'en avais jamais entendu parler. Je suis tombé dessus par hasard en cherchant dans le catalogue Prime, enfin catalogue HBO pour être plus précis, sur Amazon Prime. Et cette série, c'est 30 Monedas, ou 30 Coins, si vous le dites en anglais. C'est une série de Alex de la Iglesias, donc qui a été produite par HBO, et qui est une série d'horreur. En fait, c'est une série d'horreur et d'action espagnole. Il n'y a eu que 2 saisons, malheureusement ça a été annulé à la fin de la saison 2, et c'est assez tragique parce que cette série elle était géniale. En tout cas pour les amateurs d'horreur comme moi, c'était vraiment un petit bijou. On retrouve tout l'univers complètement barré de Alex de la Iglesias. Il aime bien mettre en avant tout le monde un peu des freaks, des marginaux. Je sais que moi, une de mes œuvres cultes de lui, c'est Balada Triste de Trompetas, autour d'un clown tueur. Et donc on retrouve un peu dans cette série son univers à lui très particulier, ses délires visuels. Les 2 saisons sont très bien, mais la 2 est encore meilleure que la première, parce qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'encore plus visuel. Il y a des visions de l'enfer qui sont vraiment incroyables. Et voilà. Alors, le seul défaut de cette série pour moi, c'est qu'elle a été annulée. On ne saura jamais la fin de l'histoire, parce que ça partait vraiment dans des très très gros délires. Le pitch de base, c'est tout simplement qu'en fait, les 30 coins, donc les 30 deniers de Judas, en fait, sont 30 pièces qui ont été investies d'un pouvoir magique, en fait. Et donc, plus on arrive à accumuler de ces pièces, plus on arrive à avoir d'influence sur le monde. Et forcément, le bien et le mal se battent pour rassembler ces pièces afin de peser de tout leur poids sur l'humanité. Donc, vraiment une super série avec plein de monstres très réussis, des personnages attachants, un vrai casting de gueule.
c'est que des Espagnols quasiment, ou en tout cas des hispanisants. Et ouais, il y a vraiment... voilà, c'est pas une série lisse du tout, il y a vraiment des gueules qu'on retient, quoi. Et voilà, excellent souvenir que cette série. Si vous aimez les trucs un peu horrifiques, épouvants, je vous recommande de foncer sur 30 Monedas. Même si c'est pas fini, ça vaut le coup de regarder ces 2 saisons, vous allez vraiment vous régaler. Autre série que j'ai bingé cette année, que j'ai rattrapé, c'est Sex Education sur Netflix cette fois-ci. Donc c'est une série de 4 saisons, alors beaucoup plus connue que 30 Monedas. J'en avais vraiment entendu parler depuis longtemps et je traînais des pieds pour regarder parce que pour moi c'était une pauvre série pour ados, du Dawson ou un truc de ce genre. Enfin, je critique Dawson, j'ai jamais regardé, donc ça se trouve c'est très bien Dawson aussi. Mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment blasé par rapport j'étais vraiment blasé par rapport à cette fiction et j'avais pas du tout envie d'y aller. Mais à force d'en entendre parler à droite à gauche, j'ai eu la curiosité cette année de me lancer et bien m'en a pris puisque j'ai dévoré les 4 saisons. Je me suis régalé. Alors il y a une petite baisse sur la saison 4, elle est un peu fourre-tout, on sent qu'ils savaient que c'était la fin, qu'ils avaient beaucoup de choses à dire et qu'ils ont essayé de tout mettre. Du coup c'est un peu bancal, même si dans les derniers épisodes ils retombent sur leurs pieds, qu'on a une fin digne de ce nom à la série. Mais globalement la saison 4 est un peu bordélique avec des trucs que j'ai pas trop appréciés. Mais hormis ça, les 4 saisons sont vraiment super. C'est une série sur les problèmes relationnels, que ce soit chez les ados ou chez les adultes, parce qu'on suivra à la fois les enfants, qui sont les personnages principaux, mais aussi leurs parents, avec notamment Gillian Anderson, ex-X-Files, qu'on retrouve là, enfin que je retrouve là en tout cas avec Délice, parce qu'elle est parfaite en sexologue, mère célibataire. Et il y a, oui, c'est le moment de dire qu'il y a un super casting. C'est la série qui m'a permis de découvrir, je vais le lire parce qu'il est compliqué celui-là, qui m'a permis de découvrir Ncuti Gatwa, qui est le nouvel acteur du Doctor Who. Hein, et c'est un acteur incroyable, il est solaire au possible, il dégage un truc hyper magnétique et j'ai vraiment hâte de le retrouver dans d'autres fictions parce que il est super cet acteur, il dégage vraiment quelque chose de très fort. Et il bouffe un peu l'écran là, même si son personnage n'est pas un des plus... Enfin si, c'est quand même un des plus importants, mais c'est pas le personnage principal et il arrive régulièrement à éclipser un peu les autres personnages. Voilà, donc... Voilà, c'est une histoire de romance, ça parle beaucoup de sexe, mais faut pas croire que c'est gratuit et vulgaire. Au contraire, c'est fait intelligemment, c'est la petite épice qui va rendre le tout un peu plus riche en fait. Et surtout qui va dédramatiser le sexe, qui va démystifier. Et d'un point de vue sociétal, je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils ont fait sur la série. Même si ils n'ont pas forcément traité tous les sujets, pas bien traité tous les sujets, mais en tout cas ils ont permis d'agrandir un peu la fenêtre d'Overton sur ce thème, et je trouve ça vraiment chouette, ils ont fait un beau boulot. C'est une belle série qui est touchante, qui est drôle, qui est attachante. Voilà, donc je peux que vous recommander si vous aimez bien un peu les trucs un peu fleurs bleues comme ça, mais aussi qui n'hésite pas à s'encanailler un peu, hein, puisqu'on va parler sexe régulièrement. Relations sexuelles sous toutes ses formes. Donc voilà, en tout cas moi j'ai passé vraiment un énorme moment, c'était mon petit bonbon, hein, régulièrement je regardais ça et ça me faisait du bien, voilà, vraiment ça me faisait voyager. Donc très bonne série, Sex Education, que je vous invite aussi à binger, n'hésitez pas. Enfin, dernière série que je suis obligé aussi de mentionner, même s'il y avait une saison cette année, c'était la dernière, c'était la 4e. J'aurais pu la mettre dans le top, mais c'était un peu juste. Il y a vraiment beaucoup trop de concurrence pour que j'arrive à la faire entrer dans le top. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'est Evil. C'est une série de Michel et Robert King. C'est 2 créateurs que j'adore d'amour. C'est les créateurs à la base de The Good Wife. Ensuite, ils ont fait The Good Fight. Ils ont aussi fait Branded, qui est une série de science-fiction politique qui est incroyable. Quasiment personne la connaît, mais c'est complètement fou. C'est l'histoire d'une race de fourmis aliens qui essaie de prendre le contrôle des États-Unis. Foncez voir Branded. Enfin bon, bref, là, ils ont fait Evil. Evil, c'est de l'horreur, mais de l'horreur sociale. En fait, on va suivre un trio qui est formé par un prêtre exorciste, une psychologue, une avocate psychologue et un scientifique, informaticien, bidouilleur. Et en fait, ces 3 personnes sont chargées d'essayer de décider si les choses sont des miracles ou pas, en fait. Donc, ils vont se retrouver sur plein d'affaires différentes.
des possessions, des loups-garous, des fantômes, j'en passe et des meilleurs. Et à chaque fois, il va y avoir cette réflexion de est-ce que c'est fantastique ou pas en fait. Il y a toute une réflexion sur notre société, sur ce qu'on est prêt à croire ou pas, sur l'influence de la religion sur notre société, mais pas que. Parce que Michel Robert King, c'est vraiment des gens qui savent se saisir de l'air du temps et qui vraiment s'imprègnent pour nous ressortir, voire parfois être visionnaires, mais en tout cas, ils sont toujours au plus près de l'actualité, voire il anticipe un peu. Donc c'est vraiment des séries qui sont très fortes. C'est aussi très drôle, il y a un humour noir qui est vraiment pas mal du tout. C'est plutôt pour adultes, parce qu'il y a un petit peu d'érotisme, mais encore vite fait. C'est juste qu'on parle de sexualité, puisqu'il y a tout le côté justement tension sexuelle et l'influence que ça peut avoir sur nous et sur nos comportements. Vraiment une très très bonne série qui se termine là avec une vraie fin. Même si elle est un peu précipitée, je trouve. Je trouve que les derniers épisodes de la saison 4 vont un peu trop vite, les choses se précipitent, mais ça n'en reste pas moins une super série que je ne peux que recommander parce qu'elle a un ton qui est unique. Vous verrez pas d'autres séries de ce genre, c'est une espèce de X-Files d'un nouveau genre en fait. Ça, c'est les 3 séries que j'ai un peu rattrapées cette année, que j'ai un peu bingé et que je vous recommande, qui sont en dehors du top. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le top 10. En 10e position, on va commencer avec une des dernières séries que j'ai vues cette année qui s'appelle Interior Chinatown. Étonnamment, c'est sur Disney+. Je vous parlerai assez peu de Disney+, parce que c'est une plateforme auquel je crois très peu, puisqu'on va surtout trouver du Star Wars, du Marvel, etc. Et que c'est souvent des séries qui sont pas assez qualitatives à mon goût. Et là, il y a eu cette surprise de Interior Chinatown, une série qui sort un peu de nulle part, qui est adaptée d'un livre de Charles Yu, qui est le réalisateur et le scénariste de la série en fait, et qui va vous raconter les histoires d'un serveur chinois à Chinatown, qui va se retrouver embarqué dans une histoire policière en fait, autour de la disparition de son frère. Et en fait, la particularité de cette série, c'est qu'elle joue beaucoup avec le méta et avec la fiction. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs séries qui vont s'entremêler. On a sa série à lui, le serveur, qui est une série un peu du quotidien, qui va s'entremêler avec une série policière qui s'appelle Black and White, où on suit vraiment des policiers qui mènent des enquêtes, et vont s'insérer à ça d'autres séries, en fait. Et donc, il y a vraiment toute une réflexion sur le mélange entre le réel et la fiction. Et ça peut laisser perplexe parce qu'on est souvent perdu face à ce qu'on voit, on ne comprend pas forcément tout ce vers quoi nous mène le scénariste. Et c'est aussi ma petite frustration. Et alors c'est pour ça que la série est en 10e position seulement, c'est qu'à la fin de cette saison 1, on a quelques réponses, mais on a surtout beaucoup de questions. Et personnellement, moi j'ai surtout beaucoup de craintes qu'on aille vers quelque chose d'un peu facile, un peu gratuit dans la saison 2. J'espère que je me trompe. Si la qualité se maintient au même niveau et qu'il arrive à trouver une fin satisfaisante à cette série, en tout cas à sa prochaine saison, très clairement, Interior Chinatown méritera une meilleure place à ce classement, parce que moi ça m'a fait un peu penser à Severance, qui était ma référence de l'année dernière, pour le côté jeu avec le réel en fait. Mais pour l'instant, je la mets juste en entrée de classement parce que je suis encore un peu sceptique. J'ai passé un énorme bon moment devant la série. Les acteurs sont super, ils sont très drôles, très attachants. Il y a vraiment une bonne dynamique entre le couple principal, entre même les couples, puisqu'il y a 2 couples au final. Mais voilà, j'ai un peu ce petit doute du où est-ce qu'on va. Est-ce que, même si c'est adapté d'un livre, peut-être que les réponses sont déjà dans le livre, j'aurais peut-être dû le lire. Mais est-ce que vraiment ils savent où ils vont? Est-ce que c'est maîtrisé? Moi ça voilà, j'aurai la surprise dans le prochain, sauf si entre-temps j'achète le livre, je ne sais pas. Si vous aimez les fictions un peu différentes, que vous avez envie de découvrir quelque chose d'original, n'hésitez pas à foncer Interior Chinatown, ça vaut vraiment le coup d'œil. 9e position, on va trouver La Fièvre, qui va être la seule série française du classement. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est un peu décevant, mais malheureusement c'est toujours la même chose. C'est difficile de faire face à ce qui est en face, les budgets sont pas du tout les mêmes, même les ambitions sont pas forcément les mêmes, donc du coup en France on a du mal à s'aligner. Ça veut pas dire qu'on n'arrive pas à faire des bonnes fictions, j'ai vu de très bonnes fictions françaises cette année, mais en tout cas de là à rentrer dans le top 10 c'est beaucoup plus compliqué, mais soyez-en sûrs, La Fièvre ne démérite pas, et franchement cette 9e place,
Et même j'aurais peut-être pu mettre un peu plus haut. Cette 9e fois-là, ça a vraiment mérité parce que c'est une fiction très très forte. J'y suis allé un peu à reculons parce que ce qui est vendu, c'est une histoire de football en fait, en tout cas de crise de communication dans le monde du football. Mais ça, c'est vraiment l'amorce. Enfin, même si on va rester dans le milieu du football tout du long, ce qui est hyper important dans cette série, c'est surtout la crise sociale et la crise politique. Le football, c'est le MacGuffin en fait, ou alors c'est aussi le déclic, c'est ce qui met le feu aux poudres, c'est ce qui va permettre un peu de fédérer aussi. Le football, là, il est vraiment utilisé pas tant comme sport, mais comme outil de contrôle des foules, je serais tenté de dire. C'est ça qui est génial avec cette série, c'est qu'on est vraiment sur du thriller politique. On va suivre 2 personnages féminins très forts, avec des objectifs très opposés, des vrais antagonistes, qui sont très conscients des enjeux politiques qui se cachent dans la communication et qui vont utiliser la communication pour manipuler leur pays. Si la série peut vous faire penser un peu à Baron Noir, l'excellente série politique Canal avec Cadmerade, c'est pas un hasard puisque c'est fait par les mêmes créateurs. D'ailleurs, il se murmure qu'il y aura une saison 2 de La Fièvre qui serait un crossover avec Baron Noir. Soyez sûr que si ça sort, je n'en raterai pas une miette. Vraiment, on est sur quelque chose d'hyper intéressant et de presque didactique. Enfin, c'est ça, c'est presque d'utilité publique en fait. Pour toutes les personnes qui n'ont pas conscience en fait de la façon dont la communication nous influence au quotidien, je pense que cette série pourrait leur servir à réfléchir un peu à la façon dont ils consomment en fait les médias, les fictions. Et c'est fait de façon plutôt subtile, c'est pas lourdingue, le propos il n'est pas appuyé, juste ça montre un peu les ficelles du métier, ça donne les termes. Et moi je trouve ça vraiment important d'apporter ce savoir en fait au public et d'offrir une fiction qui soit pas juste du divertissement en fait. Et là-dessus c'est plutôt bien joué. Alors après j'aurais à redire sur certains détails. N'hésitez pas à aller voir les avis sur la page Facebook. Ils sont pas hyper détaillés, mais je précise certains points quand même. Mais en tout cas, même si je suis pas complètement subjugué par la série, j'ai passé un super moment et j'admire vraiment l'angle qu'ils ont choisi. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. En 8e position, on retourne sur Netflix avec la mini-série Eric, donc c'est seulement 6 épisodes de 60 minutes, et c'est un thriller psychologique. Et on va suivre un marionnettiste star qui a son émission vedette à la télévision dans les années 80 à New York, et qui est un artiste un peu à la dérive, complètement alcoolique, qui va perdre son fils et qui va devoir essayer de le retrouver. Mais il va le rechercher un peu dans les brumes de l'alcool, accompagné de la marionnette par le monstre créé par son fils, personnage un peu étrange, fantastique, qui va le suivre au quotidien et le guider et essayer de le remettre un peu dans le droit chemin pour retrouver son fils. C'est vraiment une très très belle fiction. À la fois, il y a un côté drame social sur cet homme à la dérive, à la fois, il y a le côté thriller, parce qu'il y a une vraie enquête autour de cette disparition. Parce que, est-ce que c'est une disparition? Est-ce que c'est une fugue? Est-ce que c'est un meurtre? On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à l'enfant, et donc on va vraiment s'interroger tout du long, d'autant que cette enquête résonne avec d'autres enquêtes. Donc vraiment, c'est une histoire qui est très sombre, même s'il y a ce côté un peu ludique des poupées qui permettent de désamorcer certaines choses, mais ça reste un univers sombre, l'univers années 80, très sida, très, très poisseux, le côté un peu, enfin vraiment la peur de la mort. Et c'est une série qui est portée à bout de bras par Benedict Cumberbatch, qui est incroyable, en marionnettiste à la dérive. Toujours un très bon acteur de toute façon. Et il y a une réal qui est magnifique aussi, donc vraiment une très très bonne série. Le gros bémol que j'avais eu sur la série, c'est que je trouve que tous les fils se rassemblent un peu trop facilement vers la fin. Je trouve qu'ils ont essayé vraiment ils ont trop essayé de boucler en fait. Moi, ça m'a évoqué une espèce d'exercice de scénariste où on a mis cet élément-là au début, il faut absolument qu'on le remette à la fin pour que tout boucle. Donc il y a un côté un peu factice, un peu superficiel sur la fin, sur la façon dont les choses se dénouent. Mais pour autant, avant d'arriver à cette fin, on sera vraiment passé par toute une aventure, tout un tas de péripéties vraiment prenantes, et c'est seulement 6 épisodes d'1 heure, ça vaut vraiment le coup de se jeter dans cette histoire. C'est vraiment un très très bon thriller, une très belle histoire, très bien réalisée, quoi.
En 7e position, on retrouve The Boys. Je me souviens plus si je vous ai déjà parlé de The Boys. The Boys, c'est une série qui en est déjà à sa 4e saison. La 5e et dernière sortira en 2025, si je ne me trompe pas. C'est une adaptation d'un comics dont je suis complètement fan, de Garth Ennis. C'est lui qui a écrit Preacher, un de mes comics préférés, qui a fait une adaptation en série moins réussie. Enfin, j'ai vu que la première, j'étais pas très convaincu. Donc bref, The Boys de Garth Ennis, c'est une histoire de super-héros, mais l'idée c'est que les super-héros, en fait, c'est une plaie pour la société. En fait, c'est des produits marketing qui sont vendus comme étant un bénéfice pour la société, sauf que forcément, des gens aussi puissants, ils sont complètement déconnectés du réel et ils ont strictement rien à faire des êtres humains. Donc c'est des pervers manipulateurs, ils sont violents, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour la société. Et donc toute la série, c'est une critique sociale en fait de comment le peuple peut survivre à cette élite autoproclamée qui domine la population, quoi. Donc c'est vraiment une critique du genre super-héros, mais c'est surtout une critique sociale en fait, hein. C'est la lutte des classes, prends la lutte des classes dans ta gueule, hein. The Boys, c'est les petits gars, donc c'est des gens... je vais pas dire ordinaire, même si le personnage principal est un personnage ordinaire, mais en tout cas, par rapport aux super-héros, c'est des gens comme nous, en fait, vraiment, c'est des êtres humains basiques qui font ce qu'ils peuvent pour réussir à lutter contre des demi-dieux, en fait. Voilà, donc la saison 4, c'est, comme je viens de le dire, l'avant-dernière saison, ce qui fait que... il y a une ambiance assez particulière dans cette saison. C'est pas forcément la meilleure des saisons, même s'il y a des très grands moments. Moi, j'ai vraiment adoré certains passages, notamment celui de la ferme. Ils n'hésitent pas, comme toujours, à être très trash. Il faut savoir que c'est une série qui n'hésite pas à faire de l'humour noir, à faire de la violence, à faire du sexe. C'est over the top, tout en permanence, hein. Le but est... Je sais pas si le but est de choquer, mais en tout cas, ils choquent, ils n'hésitent pas à choquer, mais ils font pas ça gratuitement, puisqu'il y a vraiment un propos derrière. Là, typiquement, on voit très bien qu'il y a une dénonciation de la dérive fascisante aux États-Unis. Trump est en filigrane tout du long, à tel point que l'un des épisodes a dû être décalé, parce que il résonnait beaucoup trop avec les tentatives d'assassinat sur Trump. Et c'est le problème avec la politique fiction, c'est que très vite la fiction rattrape le réel, parce qu'on n'invente jamais vraiment rien, on fait que recycler ce qui s'est déjà passé dans l'histoire. Donc là, c'est une saison qui était encore passionnante. J'ai vraiment hâte de voir la saison 5 qui va clore tout ça, parce que ça va être un gros moment. Ça nous promet beaucoup d'action. Déjà là, il y avait pas mal d'action, pas mal de violence. Donc une très bonne série, intelligente, qui n'hésite pas à dénoncer les choses. On est dans une société où le fascisme est de plus en plus toléré, ce qui est complètement fou. Là, ils n'hésitent pas à rappeler que les fascistes, c'est les fascistes, quoi, et que non, c'est pas des gens comme les autres, non, c'est pas un bord politique comme les autres. L'extrême droite, c'est une menace, c'est un vrai danger, et il faut pas l'oublier. Donc The Boys, j'étais obligé de le mettre dans mon top, hein. Ça reste quand même une de mes séries cultes. Et c'est complètement fou. Ça a permis de relancer un peu le genre super-héros, en fait. The Boys est sorti au moment où le genre super-héros était en train de mourir. Et ça continue à l'heure actuelle à être une des meilleures séries de super-héros, parce que c'est les seuls qui ont compris vraiment comment redorer son blason au genre, en fait, en faisant autre chose qu'un truc cliché, mièvre et sans saveur, quoi. 6e position, on retrouve encore du super-héros. Vraiment? Est-ce que c'est vraiment du super-héros? En tout cas, on retrouve Penguin, The Penguin, donc mini-série de 8 épisodes de 60 minutes. Alors pourquoi je dis super-héros, vraiment, pas vraiment? Parce que c'est une série spin-off du film Batman de Matt Reeves. Donc on est lié au genre super-héroïque, mais pour autant la série a rien à voir avec ça, puisqu'on est vraiment sur une pure série mafieuse. On va suivre le pingouin, qui au début de la série est juste un mafieux grouillot comme les autres, limite chauffeur de voiture, et c'est comment il va réussir à bâtir son empire et à devenir un maître du crime à Gotham, quoi. Donc c'est des affrontements entre mafieux, c'est vraiment de la guerre des gangs, du deal de drogue, on a tous les poncifs, mais c'est super bien foutu. Moi j'ai pris une grosse claque, j'y étais allé un peu à reculons parce que dans le film de Matt Reeves, j'avais pas vraiment accroché au personnage du pingouin. Il est joué par Colin Farrell, qui est
enfin qui est maquillé au point qu'il est méconnaissable. Et donc dans le film, j'avais pas accroché, ça marchait pas, je voyais pas l'intérêt de ce maquillage, l'intérêt de ce personnage. Et là, je dois avouer que dans la série, je me suis pris une vraie claque. Il est incroyable. Je suis pas un grand fan de Colin Farrell, mais là, c'est probablement un de ses meilleurs rôles. Le personnage, alors je vais pas dire qu'il est attachant parce que c'est un monstre, mais en tout cas, la série arrive à l'humaniser malgré tous ses nombreux défauts. Et Dieu sait qu'il en a. En tout cas, ça en fait un personnage vraiment attachant. La construction est remarquable. Les personnages sont super. J'ai adoré retrouver Christine Milioti. C'est la mère de How I Met Your Mother. Mais alors là, elle joue une patronne de la mafia, en fait, une héritière mafieuse. C'est l'ennemi du pingouin. Et elle est incroyable, elle est vraiment parfaite, vraiment flippante, c'est vraiment un superbe personnage et c'est bien effectivement d'avoir pris un personnage féminin pour jouer comme ça un parrain de la mafia. Et non, c'est une série très sombre qui n'hésite pas à être très dure par moments. Et ouais, c'est une très bonne série de mafieux. Hein. Alors, bon, les fans de Batman vont être franchement déçus parce que pour le coup, il n'y a aucun lien avec Batman. Je crois qu'il y a il y a deux références. Il y a une toute petite dans le premier épisode pour nous rappeler que à la fin du film Batman, Gotham est inondé, et une toute dernière au dernier épisode pour nous rappeler que Batman existe. Mais entre les deux, on n'entend pas une seule fois parler de Batman, il me semble. Hein. Vraiment, on se fout complètement de Batman. C'est vraiment une série pingouin. C'est une série de mafieux, ni plus ni moins. Donc si vous aimez les séries de mafieux, foncez. Si par contre vous voulez du Batman, n'y allez pas forcément, vous risquez d'être très déçu. Mais en tout cas, moi je me suis pris une très grosse claque et je recommande follement The Penguin. A noter que, donc là on est sur le sixième série du top, donc on va entamer le top 5, mais le top 5 il a été super dur. Même The Penguin, j'ai du mal à me mettre en 6e position. Chaque fois, ça a été au poil de cul, si je puis dire, parce que toutes les séries que j'ai mis dans le top 5, là, jusqu'au Pingouin, c'est des séries qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment impressionné. Il y avait un niveau de qualité qui était vraiment bluffant, quoi. Donc même si j'ai tendance à dire que les plateformes vont nous livrer, sont en train de normaliser le contenu et vont produire de plus en plus de séries fades et sans saveur, parce que le but c'est de blinder le catalogue. Enfin, je suis pas le seul à le dire, c'est vraiment un refrain qui revient souvent et qui se vérifie. C'est comme Hollywood, leur but c'est de produire et de faire du contenu le plus consensuel possible. Donc même si ça, on le voit, on le constate, ça n'empêche pas qu'à côté de ça, il y a encore des productions de très grande qualité qui sont faites. Les plateformes continuent quand même à prendre des gros risques sur certaines séries parce qu'elles doivent être conscientes qu'il y a besoin de ces productions, il y a besoin de cette valeur ajoutée parce que le château de cartes s'effondre. S'il n'y a que des choses fades et sans serveur, en fait, il faut réussir. En fait, ils ont besoin d'images de marque pour distinguer leur plateforme. Il y a tellement de plateformes à l'heure actuelle que s'ils n'ont pas leur identité propre, un produit vraiment percutant, pourquoi aller sur l'autre plateforme plutôt que sur une autre, leur plateforme plutôt que sur une autre? Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si ça va durer ad vitam aeternam, mais en tout cas, cette année encore, on a pu constater que vraiment, il y avait des productions d'exception. Et là, là, je vais en avoir plusieurs que je vais vous citer, qui sont vraiment de très très grande valeur et je suis très content d'avoir pu les voir et j'espère que vous pourrez les voir vous aussi si ça vous intéresse. Donc on va commencer le top 5 et on commence avec Ripley. Ripley, c'est une série qui va être très différente de ce que j'ai abordé avant et ce que je vais aborder après. Donc c'est une mini-série, il y a 8 épisodes de 50 minutes, c'est passé sur Netflix et c'est une des nombreuses adaptations des romans de Patricia Highsmith. Il y a eu Plein Soleil en France, il y a eu Le talentueux Monsieur Ripley aux États-Unis. Donc c'est des histoires qui ont été adaptées plein de fois. L'histoire n'est pas très originale en soi, mais là la force de cette série, c'est sa réalisation, quoi. C'est à tomber. Il y a une saveur très Hitchcockienne en fait dans le traitement. C'est une série qui est entièrement en noir et blanc, vraiment très ancrée dans une époque. Et le noir et blanc est d'une beauté incroyable. Quasiment chaque plan est un tableau. Enfin, cette série, c'est une œuvre d'art. Alors, faut pas la regarder en s'attendant à quelque chose de trépidant et en voulant être saisi par l'action, etc. C'est vraiment une série un peu, on va dire, refuge. C'est-à-dire que vous allez vous poser un peu, là, un moment, devant votre télé et vous allez profiter de quelque chose de vraiment qualitatif, quoi.
on est presque du domaine de l'œuvre d'art à ce niveau. Donc c'est peut-être pas la meilleure adaptation des romans de Patricia Highsmith, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui va vous marquer. Enfin, les images, elles vous hantent après, quoi. Et en plus le personnage est porté par Andrew Scott, donc c'était l'acteur qui jouait Moriarty dans Sherlock. C'est un acteur qui a un charisme dingue. Et là, il est juste parfait dans ce rôle d'arnaqueur. Donc oui, l'histoire, c'est un petit arnaqueur qui va voler la vie d'un riche en Italie, en fait, et essayer de se faire passer pour lui, pour entrer en ses chaussons, pour profiter de ses avantages, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est une histoire d'escroquerie. C'est un roman noir, un peu, quoi, avec un fond lutte des classes derrière, quand même, sur les gentils pauvres et les méchants riches, même si là, en l'occurrence, le pauvre n'est pas si gentil que ça. Mais en tout cas, c'est vraiment une série qui est très très forte. Enfin, vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à la regarder, même si moi, d'habitude, je suis plutôt attaché à l'histoire. Là, l'histoire m'a pas passionné, mais à chaque épisode, vraiment, je me laissais porter par ces ambiances, ces images. C'est une œuvre d'art. Je vois pas d'autres mots pour qualifier cette série. J'ai vraiment passé un bon moment, donc ça a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. Et je trouve ça chouette, justement, qu'on soit encore capable de produire des choses comme ça, très différentes de la production habituelle. 4e position, on va retrouver Arcane. Arcane, vous avez forcément dû en entendre parler parce que ça a fait énormément de bruit cette année, au fil de l'année de sa sortie aussi. Donc là, c'est la saison 2. Il y aura a priori pas de saison 3 parce que ça a fait un échec commercial, tout simplement parce qu'ils ont défoncé le budget. Donc même si ça a fait un gros carton d'audience, ça ne suffira pas à compenser. Donc Arcane, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adaptation en série d'un jeu vidéo culte qui s'appelle League of Legends, qui est un jeu auquel j'ai jamais joué et que j'ai jamais réussi à comprendre. Donc c'est un jeu d'affrontement en fait, mais le peu d'images que j'ai vues, je ne comprenais rien à ce que je voyais. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a un univers très très riche avec beaucoup de personnages très imagés, ou en tout cas qui savent s'approprier des univers. C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage steampunk, un personnage SF, un personnage d'heroic fantasy. Et c'est tout ce mélange qui a permis de voir le jour à la série Arcane. Donc Arcane, c'est, là encore, on est sur de la lutte des classes, hein, puisque c'est les pauvres qui vivent dans les bas-fonds et les riches qui vivent dans les hauteurs, en fait. Et c'est la lutte entre les deux, en fait, pour essayer de contrôler leur vie, de garder le contrôle de leur vie, si on peut dire. Tout ça sur fond de magie, de manipulation. Donc c'est une série qui est très riche, mais qui, là encore, visuellement était incroyable, quoi. Là encore, les compositions... Donc c'est un dessin animé, c'est vrai que je l'ai pas dit. C'est un dessin animé en 3D, mais là encore, les compositions d'images étaient incroyables. C'est le studio Fortiche, qui est un studio français qui s'en est occupé. Et vraiment, ils ont fait du très très bon boulot. Ils ont d'excellentes références artistiques. Ils ont su vraiment retranscrire des choses incroyables à l'image. Et il n'y a pas que l'image, il y a aussi la musique. La bande-son, elle est à tomber. Ils ont pu embaucher Stromae pour un morceau sur la saison 2. Un morceau qui a marqué tout le monde. Donc vraiment une série très très forte. J'aurais presque aimé la mettre plus haut dans le top. J'aurais un petit bémol sur cette saison 2 en fait. Je trouve que la saison 2 apporte des concepts très complexes qui n'étaient pas abordés dans mon souvenir dans la saison 1. Et du coup, ça complexifie l'histoire de façon proportionnelle, je serais tenté de dire. Mais il n'y a pas suffisamment d'épisodes pour traiter cette complexité en fait. Donc je trouve que la fin se précipite parce que comme on apporte ces nouveaux éléments et qu'il est trop compliqué de les traiter, tout est un peu... pas bâclé, mais en tout cas vu beaucoup trop vite. La série aurait mérité peut-être un meilleur découpage ou plus d'épisodes, je sais pas, mais en tout cas là, il y a un sentiment vraiment de précipitation sur la fin qui fait que les choses sont ne sont pas à la hauteur des enjeux qui ont été mis en place plus tôt. Donc la série retombe sur ses pieds, ça reste agréable à regarder, on a des moments de satisfaction, il y a des clôtures plus ou moins satisfaisantes pour tous les personnages, mais il y a cette petite insatisfaction de « Ah, ça aurait dû être mieux ».
Ça n'en reste pas moins la 4e position de mon top parce que c'était une énorme claque, voire carrément un coup de poing dans le ventre, tellement il y a des images impactantes, tellement l'action est prenante et tellement ils n'ont pas hésité à partir dans plein de directions complètement folles, quoi. Sans parler des personnages très très attachants. Je veux dire, le personnage de Jinx, il va marquer la pop culture pendant très longtemps à partir de maintenant, c'est quasiment sûr. Voilà, c'est une série d'action SF. C'est assez rare de réussir à pousser les concepts aussi loin, d'avoir des univers aussi forts visuellement. J'espère qu'ils pourront faire d'autres choses. J'espère que Fortiche, surtout, pourra se lancer dans d'autres productions, parce que là, ils viennent de faire preuve d'un savoir-faire incroyable et on a envie qu'ils fassent d'autres choses dans d'autres univers. Et donc voilà, si c'est des univers un peu geek, le steampunk, la SF, si tout ça, ça vous parle un peu, faut que vous fonciez parce que vraiment Arcane, c'était une énorme claque de cette année. 3e position, donc là on attaque un peu le dur du classement, hein, les très très durs à départager, même si déjà avant on était dans des choses assez complexes. Donc là en 3e position, on retrouve The Sympathizer, qui est une série qui devrait avoir d'autres saisons. Si ça a marché, je ne sais pas. Donc la saison 1 a 7 épisodes de 60 minutes. C'est sorti sur HBO et c'est une réalisation de Park Chan-wook, qui est juste un de mes réalisateurs cultes, quoi. C'est un réalisateur de cinéma. C'est le réalisateur de Old Boy. Vous en avez forcément entendu parler. Il a fait plein de films incroyables comme Mademoiselle ou Snowpiercer. C'est un très très bon réalisateur. Et là, il s'empare d'un roman, donc le Sympathisant, qui est une fiction sur la guerre du Vietnam, sur la relation Vietnam-États-Unis, et qui est une œuvre d'espionnage. C'est une fiction d'espionnage qui a un univers complètement barré. En termes de réalisation et de mise en scène, c'est vraiment une pépite. Ils ont fait... il y a plein d'idées. Une de mes idées préférées, c'est probablement l'utilisation de Robert Downey Jr. Donc Robert Downey Jr., il va jouer 5, 6, peut-être même 7 rôles différents. En fait, il incarne tous les hommes blancs de pouvoir. En fait, pour matérialiser le fait que, matérialiser le capitalisme, le patriarcat, pour montrer un peu cette union, un peu le côté systémique. Et bah du coup, dans tous les différents rôles, c'est toujours la même personne pour vraiment avoir l'incarnation de cette idée, en fait, du fait que c'est un peu toujours les mêmes personnes, même si c'est pas les mêmes personnes. Donc il y a plein de petites idées comme ça. Le personnage principal, il est vraiment super cool, très très attachant. Il y a une super critique sociale. C'est très bien écrit, c'est passionnant, on s'attache au personnage. Ça ressemble à rien de ce que j'ai pu voir d'autre. C'est vraiment, oui, non, c'est une petite pépite. Le seul défaut, parce qu'il en faut quand même, en tout cas le seul défaut que j'ai trouvé, c'est la fin de la saison qui est un peu frustrante. Donc c'est une fin ouverte, très ouverte. Donc j'espère qu'il y aura une saison 2, parce qu'il y a encore, à mon sens, beaucoup de choses à développer. Mais enfin, ça n'en reste pas moins à voir. Enfin, même s'il n'y a pas de saison 2, c'est vraiment une série à voir, parce qu'il y a énormément de bonnes idées, et c'est une série très qualitative, quoi. On est sur une qualité cinéma. Enfin, c'est pas une série de flux du tout, c'est vraiment quelque chose de très très exigeant. Et faut pas hésiter, si vous aimez les séries un peu décalées, qui n'hésitent pas à sortir des chantiers battus pour raconter les histoires différemment, foncez vraiment, The Sympathizer, ça vaut le coup. En 2e position, on retrouve la saison 5 de Fargo, donc c'est 10 épisodes de 50 minutes, et c'est diffusé sur Canal+, et Fargo, je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc c'est l'adaptation en série du film des frères Cohen. La saison 1 était l'adaptation du film, les saisons suivantes sont à chaque fois des anthologies, on part sur des histoires qui n'ont vraiment aucun lien, mais à chaque fois il y a ce ton très particulier qu'on pouvait retrouver dans le film Fargo, et qui est utilisé pour chacune des histoires. Là, cette fois-ci, on est sur une dénonciation du patriarcat, très simplement. On suit en fait une femme victime de violences intrafamiliales, en fait, qui a réussi à fuir son foyer, mais qui est retrouvée par son mari, quelqu'un de très très puissant, et qui va devoir essayer de lui échapper à nouveau. On a un duel au sommet entre Jon Hamm et Juno Temple. Les deux sont incroyables. Moi, j'étais ravi de retrouver Juno Temple parce que c'est une actrice qui est sous-exploitée, je trouve. Elle a vraiment quelque chose de très fort. Elle dégage quelque chose de très animal, vraiment puissant. Enfin, là, elle incarne la crise de nerfs à la perfection. Et en face d'elle, on a Jon Hamm monolithique, aussi puissant que dans Mad Men.
Il a ce truc vraiment de connard suprême, quoi. Et on a cette histoire incroyable de... Enfin, je saurais même pas comment la classifier, quoi, mais c'est une espèce de thriller féministe, en fait. C'est drôle, c'est original, c'est touchant, il y a une part de poésie, il y a une touche de fantastique. Enfin, vraiment, c'est la façon de raconter les histoires dans Fargo qui est toujours vraiment... qui est différente, qui sort toujours des sentiers battus, là encore. Et on doit ça beaucoup à Noah Hawley, dont je vous reparlerai après, qui est un réalisateur que j'adore, qui avait fait la série Légion, qui est une pépite absolue. C'est du super-héros, en fait, c'est un dérivé des X-Men, mais ça n'a rien à voir, c'est un truc complètement barré, qu'il faut voir absolument si vous aimez les séries jusqu'au boutiste, voilà, c'est ça, qui osent perturber le réel. Légion, ça va absolument. En tout cas, bon voilà, donc là c'est encore Noah Hawley, et là il s'est fait plaisir, c'est une série qui est très forte, avec des actrices, parce que Juno Temple n'est pas la seule actrice, et elle est très très bien accompagnée. Et enfin voilà, c'est une série qui est très d'actualité, surtout à l'heure actuelle avec le backlash aux États-Unis, avec Trump qui a repris le pouvoir et qui a été soutenu par la population, en tout cas par la population masculine. Et bah, dans le climat social à l'heure actuelle, une série comme Fargo, la saison 5, c'est hyper important pour nous rappeler ce qu'est notre société et ce qu'elle devrait pu être, en fait. Voilà. Donc Fargo, saison 5, n'hésitez pas, c'est un banger. En première position, on va retrouver Fallout. Alors Fallout, c'est... alors il n'y a qu'une saison pour l'instant, mais la saison 2 est déjà prévue, donc c'est 8 épisodes de 60 minutes, c'est sur Amazon Prime. C'est du post-apo et c'est l'adaptation de juste genre mon jeu préféré, quoi. C'était ma grosse claque quand j'étais ado. Donc ça se passe dans un futur plus ou moins proche, après une grosse catastrophe nucléaire. Des gens se sont réfugiés dans des abris souterrains. Et là, l'une d'entre elles est obligée de ressortir à la surface et va découvrir le monde après la catastrophe, en fait. Il y a un côté un peu western, mais western de science-fiction, enfin une nouvelle façon d'aborder le western. Et surtout, c'est dans l'écriture des personnages et dans le choix des personnages que la fiction va être différente, puisqu'on va suivre donc Lucy, donc le personnage principal, qui est une fille qui est très optimiste, très bienveillante, qui est aux antipodes de cet univers post-apocalyptique dans lequel elle va se plonger. Et ça nous montre aussi que les héros sont pas forcément toujours obligés d'être les mêmes, en fait. C'est pas parce qu'on fait du western qu'on est obligé d'avoir un héros badass, méchant. On peut raconter des super histoires avec des personnages différents. Et cette approche de l'écriture, moi, elle me touche particulièrement parce qu'on a besoin aussi de nouveaux imaginaires. Et ça, je trouve que c'est un choix vraiment pertinent, d'autant que derrière, il y a aussi une dénonciation, là encore, de lutte des classes, qui est plus facile d'être bienveillant si t'es né avec une cuillère en argent dans la bouche, en fait. Tout simplement, si t'es né dans un cocon, si t'es né dans un endroit bienveillant, c'est plus facile de voir le bien que si t'es né dans un endroit où tout le monde te veut du mal. Donc il y a des réflexions assez intéressantes. Il faut dire que la série, elle est écrite par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui sont les deux scénaristes autour de Westworld. Donc c'est pas aussi complexe, Fallout n'est pas aussi complexe que Westworld. On va dire que c'est plus une version grand public, mais pour autant, ça pose des questions qui sont très proches. Donc ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est une série qui est beaucoup plus intelligente qu'elle en a l'air, mais qui n'hésite pas par contre à être une grosse série d'action avec des gros effets spéciaux. Vous allez vraiment en prendre plein la gueule. Et pour autant, c'est original, c'est un univers que vous connaissez pas, c'est frais, il y a plein de bonnes idées. Donc pour moi, il n'y avait pas de doute possible, c'était la série de l'année. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Parce qu'il y a énormément de choses à faire dans cet univers et j'espère qu'ils vont pas se louper, mais en même temps quand je vois les showrunners, j'ai confiance parce que Westworld, vraiment il y avait d'excellentes choses, ça a été une série vraiment culte, donc j'espère que la suite sera aussi bien et j'ai hâte de la voir. En tout cas, n'hésitez pas une seule seconde, Fallout, foncez, c'est très 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 bonne série, drôle, épique, intelligente, voilà, c'est ce qu'on a envie de voir à la télévision. Qu'est-ce qu'on attend en 2025 ? En tout cas, qu'est-ce que j'attends en 2025 ? On va commencer assez basiquement avec tout ce qui est série en cours. Donc forcément, j'attends la saison 5 de The Boys. Ce sera la dernière. Ça doit être un final explosif. Ensuite, j'aurais peut-être dû en parler en premier, la série que j'attends à tout prix pour 2025, c'est Severance. C'est la saison 2. La saison 1 m'a marqué comme rarement. C'était une fiction complètement atypique.
un univers qu'on n'avait jamais vu, et beaucoup de questions laissées en suspens. La saison 2 va avoir la lourde tâche de répondre à ces questions. Au vu de la finesse d'écriture, je pense qu'ils réussiront à répondre intelligemment à ces questions, mais j'ai quand même hâte de voir le résultat. Je ne sais pas si la série se poursuivra au-delà, mais moi, s'il y a juste 2 très bonnes saisons, ça m'ira tout à fait, et ça restera dans mes séries cultes, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc saison 2, beaucoup de pression pour Severance. Ensuite, la saison 3 de The Bear. Étonnamment, la saison 2 n'est pas dans le classement cette année, parce que j'ai été un peu déçu. La surprise n'était plus là, puis je trouve que la série se replie un peu trop sur elle-même en fait. On n'avait plus la même force, la même fougue, et voilà. Mais en même temps, je pense que c'est aussi parce que c'est une saison de transition. Je crois que la saison 4 sera la dernière, et on avait besoin de ce petit écueil avant de repartir pour un final qui risque d'être musclé. Donc voilà, on verra si la saison 4 elle est à la hauteur, si elle est aussi dans mon top. La saison 2 que j'attends aussi impatiemment, c'est The Sandman, adapté du travail de Neil Gaiman, qui était mon auteur favori, avant que je commence à apprendre que c'était pas un homme très très respectable. Malheureusement. Comme quoi, parler de féminisme et d'inclusivité ne garantit pas qu'on est soi-même quelqu'un de très sain. Mais bref, donc The Sandman, série atypique sur les rêves, sur le monde des rêves, sur le monde de la fiction, du fantastique. La saison 1 était plutôt qualitative, étonnamment, parce que c'est très compliqué à adapter, donc je suis très curieux de voir si la saison 2 sera à la hauteur, d'autant qu'on devrait voir beaucoup plus de personnages de la famille du Sandman, les divinités, et que c'est des personnages qu'on a envie de voir parce qu'il y a des histoires très très fortes à raconter avec eux. Donc voilà, The Sandman, on verra bien ce que ça donne. Saison 2 que j'attends aussi étonnamment, c'est Mr. and Mrs. Smith. J'ai regardé la saison 1 cette année par curiosité sans trop y croire, et en fait j'étais très agréablement surpris parce qu'en fait on retrouvait derrière cette série l'équipe derrière Atlanta en fait. Série comique complètement décalée, complètement culte, avec l'incroyable Donald Glover, Childish Gambino en personnage principal. Donc dans Mrs. et Mrs. Smith, on le retrouvait lui aussi dans les personnages principaux. C'est censé être une adaptation du film Mrs. et Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie, film qui est absolument pas marquant pour moi, mais là ils ont réussi à en faire quelque chose de beaucoup plus original. Il y a une vraie fumisterie en fait dans l'écriture, puisque si on est sur une histoire d'espionnage, en fait, l'espionnage, c'est vraiment le MacGuffin, en fait. C'est-à-dire qu'on en parlera tout le temps, mais ça va être juste une histoire de couple. C'est comment un couple arrangé arrive à se construire, à vivre ensemble. Et là-dessus, on greffe un peu d'espionnage. Donc c'est complètement l'espionnage est complètement accessoire et pourtant est important. Donc il y a une façon très différente de raconter cette histoire d'espionnage. Ça fonctionnait très bien sur la saison 1. Ça n'appelait pas de saison 2. Et du coup, je suis hyper hypé par une saison 2 parce que je serais très curieux de voir ce qu'ils vont en faire en fait à partir de la saison 1. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de la saison 2? Alors le pire pour moi, ce serait que ce soit une anthologie, c'est-à-dire que chaque saison soit indépendante, ça n'aurait pas grand intérêt. Mais par contre, si ça suit directement la saison 1, bah, je suis client de fou parce qu'il y a quelque chose d'incroyable à faire et quelque chose que je veux voir. Donc voilà, Mr. and Mrs. Smith saison 2, j'attends, on verra, je suis très curieux. Et enfin, dans les séries toujours en cours, il y a Le Problème à 3 corps. Donc la saison 1 est sortie et m'avait pas trop marqué. Il y avait des choses intéressantes, mais j'ai trouvé ça un peu bancal. Pour autant, il y a beaucoup de concepts hyper forts qui ont été développés par la série et j'ai hâte de les voir plus utilisés. Donc je suis quand même très curieux de voir la saison 2. Disons que la saison 1 était une très très grosse saison d'exposition. Donc maintenant qu'on va rentrer un peu plus dans le dur, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Normalement, il y a encore 2 saisons à sortir. Je vais regarder et j'aimerais qu'elle soit dans le top des années prochaines parce qu'il y a vraiment un énorme potentiel et je sais que le roman a beaucoup plu, donc on verra. Le Problème à 3 corps, est-ce que ce sera une très bonne série? Affaire à suivre. Enfin, 2025, c'est aussi l'occasion d'avoir des nouvelles séries, donc voilà les 3 séries que moi j'attends. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est 3 séries qui me hype vraiment énormément. En 3e position, on va trouver Blade Runner 2099. J'ai très peu d'informations sur le sujet, mais une série Blade Runner, j'ai envie de voir en fait, surtout si c'est lié aux derniers films qui ont été faits. Donc en tout cas, moi, une série Blade Runner 2099, je suis client.
en espérant que ce soit à la hauteur de l'œuvre originelle, quoi. En deuxième position, dans mes attentes, il y a Lanterns. Alors, c'est une série sur les Green Lanterns, c'est des super-héros cosmiques de l'univers DC, donc Superman, Batman, Green Lantern, voilà, ça, il fait partie de leur groupe normalement. C'est pas un personnage très sexy, donc à la base, j'aurais pas forcément été client, surtout que l'univers DC ne m'a pas emporté jusqu'alors en fiction, mais le petit plus produit, c'est que la série, elle est réalisée par Damon Lindelof, et que Damon Lindelof, c'est juste un réalisateur complètement culte. On lui doit notamment The Leftovers, qui est une des séries les plus bouleversantes que j'ai jamais vues. Alors, j'ai beau savoir que, a priori, probablement raciste et pas du tout gauchiste pour un sou, qui martyrise ses équipes et tout, j'avoue que je suis quand même curieux de voir le résultat de sa nouvelle fiction. Surtout sur ce thème-là, quoi. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il s'était déjà réapproprié Watchmen et le niveau était plutôt très élevé, donc qu'est-ce qu'il va faire avec Lantern? Surtout que la série s'annonce plutôt pour être une enquête policière qui se passerait sur Terre. Donc voilà, je suis très 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 curieux. Et le petit bonus, c'est que dans les personnages principaux, il y a Kyle Chandler, que j'ai eu l'occasion de voir en fiction depuis très longtemps, mais qui pour moi restera toujours le personnage principal de Demain à la Une, qui était une série que j'adorais sur M6. Et du coup, j'ai vraiment hâte de revoir cet acteur en fait dans une fiction, parce que voilà, ça fait partie de... Voilà, c'est une petite Madeleine de Proust pour moi, donc voilà, je suis très curieux. Lanterns, qu'est-ce que ça va donner? Et la série que j'attends le plus cette année, c'est Aliens Earth. Donc une série sur Alien, malgré mes déceptions des précédents films d'Alien. Mais pourquoi je l'attends autant? C'est parce qu'elle est réalisée par Noah Hawley, dont je vous ai parlé, pour Fargo, réalisateur de Fargo, réalisateur de Légion. C'est vraiment un réalisateur qui a un univers à lui, qui est capable de faire des choses incroyables, qui a vraiment un don pour la réalisation. Et moi, je me dis que quelqu'un comme ça, qui se réapproprie Alien, je pense qu'on a la possibilité d'avoir une œuvre complètement atypique. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se coucher devant les studios et qui donc arrivera, dans tous les cas, à faire sa vision de l'histoire et non pas la vision qu'on lui impose. Donc je pense qu'il y a un potentiel pour faire une série Alien complètement culte. En tout cas, j'ai d'énormes attentes pour cette série. J'espère qu'elles ne seront pas déçues. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses en prévision. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez apprécié déjà, si vous vous retrouvez un peu dans mon top, ou si vous avez envie de découvrir certaines des séries dont j'ai parlé. Et puis, n'hésitez pas non plus à me dire qu'est-ce que vous attendez pour l'année prochaine. Je sais que notamment, certains doivent attendre House of Dragon ou Rings, ou la série du Seigneur des Anneaux, et plein d'autres choses, parce qu'il y a pas mal de séries dont j'ai pas parlé et qui auront probablement marqué des gens cette année. Comme je vous dis, il y a une trentaine de séries que j'avais envie de mettre dans ce top. Donc voilà, donc encore une bonne cuvée que je suis content d'avoir couverte. Je vais essayer de continuer à faire ce top tous les ans, donc je vais continuer à alimenter la page Facebook. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, je vous donnerai notamment mon avis sur Squid Game, que j'ai pas eu le temps de voir, et donc je sais pas si la saison 2 aurait pu intégrer ce top ou pas, mais en tout cas voilà, je vous le dirai sans faute si je l'aurais mis dans le top ou pas. Et je vais continuer à vous présenter régulièrement mes avis, même si j'ai un peu moins de temps pour regarder des séries. Donc je vous souhaite une très bonne fin d'année et je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. À la prochaine!